Merci à tous, merci à tous les trois d'être présents. Je suis ravie d'animer cette table ronde. Au cours de notre vie, chacun passe par des degrés variables de dépendance, d'interdépendance, d'autonomie et aussi de vulnérabilité. Ce mot de vulnérabilité, finalement, on est souvent amené à le masquer au quotidien dans une société qui valorise la performance. Or, sans le soin des uns, c'en est fini de la performance des autres. Ce qui est hyper intéressant quand on a travaillé sur cette table ronde, c'est que ne serait-ce que même le logiciel Word, quand vous écrivez le mot aidance sur un document Word, le mot n'est pas reconnu comme faisant partie du vocabulaire du quotidien, donc il n'est pas encore intégré dans un logiciel tel que Word peut le proposer. Donc pour parler des défis du quotidien, je suis ravie d'être ici avec Christelle Gessler, qui est présidente de la Fondation France Répit, Morgane Hiron, qui est déléguée générale du collectif Je t'aide, et Gilles Gâteau, qui est directeur général de l'APEC. Peut-être pour commencer en préambule, je vais laisser la parole à Morgane, qui va nous expliquer un peu que fait le collectif Je t'aide. Et bien évidemment, vous avez déjà eu des chiffres toute la matinée, depuis le début de cette matinée, et le collectif Je t'aide a aussi réalisé un baromètre avec des chiffres qui vont peut-être permettre d'avoir un éclairage supplémentaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots d'abord sur le collectif Je t'aide, que certains connaissent peut-être de nom sans savoir vraiment concrètement ce qu'on fait au quotidien pour les aidants. Donc le collectif Je t'aide, c'est une association qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine, qui a pour but d'œuvrer à la reconnaissance des 11 millions d'aidants. Il est composé, son nom collectif, ça a un sens, on est composé de structures membres, donc 34 structures membres, que sont à la fois des associations d'aidants, des associations de patients, des structures d'aide à domicile, des structures de répit, des entreprises, mais on est aussi composé d'aidants. Et donc les aidants font partie intégrante de notre gouvernance, avec 2 aidantes qui font partie du conseil d'administration, dont une qui fait partie du bureau. On mène des actions notamment de plaidoyer pour faire avancer les droits des aidants, et je pense que c'est ça aussi dont on parle aujourd'hui, à quel point les politiques publiques sont importantes sur ce sujet. Aussi des actions de communication, et on a le plaisir en ce moment d'avoir notre campagne de communication en affichage dans les gares d'Île-de-France et aussi en ligne. On a axé cette campagne sur l'auto-reconnaissance des aidants, on en dira quelques mots dans cette table ronde. Et puis des actions de sensibilisation, comme aujourd'hui, de travailler avec les entreprises, avec les acteurs du soin, avec tous les acteurs finalement qui travaillent avec les aidants pour les engager, les fédérer, parce que ces défis, ils sont collectifs. Donc on l'a dit, on publie des rapports, des études. Donc on a eu le plaisir la semaine dernière de publier un rapport fait avec BVA sur les aidants là, en 2024. Ce baromètre, en fait, il s'inscrit dans les précédents baromètres qui ont pu être faits précédemment par la Fondation April. Et donc on s'inscrit aussi dans cette prise de température annuelle pour voir où est-ce qu'on en est. Et on a également publié il y a quelques jours notre 7e plaidoyer, qui sera aussi dans l'espace Village des Solutions ce midi, sur 15 ans de mobilisation autour de la Journée nationale des aidants. Où est-ce qu'on en est ? Du coup, en quelques mots, pour résumer un peu ces 2 travaux qui sont assez riches de sens, c'est à la fois des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui ne fonctionne pas, donc, et c'est important de le dire, mais du coup, pour remonter sur les bonnes nouvelles et ce qu'on voit, aujourd'hui, donc cette année, c'est la 15e édition de la Journée nationale des aidants qui a été créée en 2010. Et depuis un peu ces 15 ans, quand on retrace l'histoire, en bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de personnes connaissent le mot aidant. Aujourd'hui, il y a 88% des Français qui ont entendu parler du mot aidant. Mais il y en a seulement 61% qui connaissent exactement ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il y a encore des confusions aujourd'hui en France sur aidant, professionnels de santé, professionnels de l'aide à domicile, bénévoles. On confond encore des fois les aidants, et vous l'avez dit, c'est pas encore bien intégré ce que c'est. Ce qu'on voit aussi comme progression, c'est le nombre d'aidants qui se reconnaissent en tant qu'aidants. Aujourd'hui, il y a encore 1 aidant sur 3 qui s'ignore, mais l'année dernière, c'était 1 sur 2. Donc on voit quand même que ça progresse, même si c'est pas parfait. Ce qu'on voit aussi en bonne nouvelle, c'est que dans ces 15 ans, il y a quand même eu une action de la part des politiques publiques, avec en 2017 la création du congé de proche aidant qui évolue chaque année, en 2015 la création du droit au répit, en 2020 la première stratégie entièrement dédiée aux aidants, cette année pour la première fois enfin appelée de nos voeux la première campagne de communication grand public faite par la CNSA quand même, qui passe à la télé. Et c'était nécessaire que ça arrive enfin, ce moment où, oui, aux 20h, on voit
un spot de télé sur peut-être que je suis aidant et qu'est-ce qui m'est offert si je le suis. Et puis, en dernière bonne nouvelle, et cette journée, elle en est aussi en fait le témoin, c'est beaucoup d'acteurs de plus en plus travaillent sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a une multiplicité des acteurs qui travaillent. Aujourd'hui, c'est à la fois les associations, c'est les entreprises, c'est aussi les services d'aide à domicile, les acteurs de soins, et donc à la fois dans leur diversité et aussi en termes de nombre. Sur le site du collectif Je t'aide, chaque année, on référence le nombre d'événements qui va avoir lieu autour de la Journée nationale des aidants, et ce chiffre ne fait que grandir chaque année. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Vous avez d'autres chiffres à nous communiquer parce que c'est vrai que quand on a discuté, on a aussi évoqué la difficulté de trouver des solutions qui sont aussi évolutives en fonction des cas, des différentes pathologies. Et finalement, ce quotidien devient aussi extrêmement pesant parce qu'il n'y a pas un parcours particulier, mais des parcours différents en fonction des aidés. Et donc, pour arriver sur les mauvaises nouvelles, ou en tout cas les défis qu'il reste à relever, je remettrai le chiffre que je viens de dire à l'instant. Encore un aidant sur 3 seniors. Et pourquoi, en fait, à chaque fois, on insiste sur ce chiffre? Ça veut dire qu'en fait, et c'est aussi le problème auquel est confrontée les entreprises, c'est que si la personne, elle ne sait pas qu'elle est aidante, mais à aucun moment, elle va venir à un webinaire qui sera intitulé « Salarié aidant, nous sommes là pour vous ». À aucun moment, on va taper dans Google « Association d'aidants ». Donc ça, c'est vraiment un enjeu de continuer ce travail d'information sur, on est tous concernés et on le sera tous au moins une fois un jour dans sa vie. Le chiffre qui ne bouge pas non plus, et ça a été donné par l'OCIRP, il y a seulement 25% des salariés aidants quand on parlait à leur employeur. Donc ça veut dire qu'il y a encore ce sujet de tabou. Et puis un dernier point qui ressort du baromètre, c'est la méconnaissance que les aidants ont des solutions. Donc vous pouvez interpréter ces chiffres dans les deux sens. 55% des aidants connaissent le congé de proche aidant. On peut dire c'est 1 sur 2, on peut dire il y en a 1 sur 2 qui ne connaît pas. Il y en a aussi 26% seulement qui connaissent l'existence d'une journée nationale qui leur est dédiée. Et il n'y a que 36% des aidants qui connaissent les plateformes de répit. J'insiste sur cet acteur-là, les plateformes de répit. Aujourd'hui, il y en a 250 plateformes de répit en France. À chaque fois, en tant qu'acteur, on renvoie vers ces plateformes de répit en disant c'est un acteur local qui va pouvoir vous informer, qui va pouvoir vous aider à monter un dossier adapté et qui va essayer de vous trouver des financements. Seulement 36% des aidants connaissent les plateformes de répit. Donc on voit ce qui ressort de ce baromètre aussi et qui évolue mais pas assez vite, c'est la connaissance que les aidants ont des solutions. Je vais laisser la parole peut-être à Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, qui lui va nous donner l'effet peut-être un peu miroir côté entreprise. Est-ce qu'on voit les choses aussi changer dans cette prise en considération finalement du quotidien des aidants? Alors, merci et merci de l'invitation. Nous, on fait partie de ces acteurs finalement qui se sensibilisent et considère qu'il faut agir sur ce sujet. On n'est pas du tout à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, acteurs de l'emploi, a priori consacrés à ces sujets, mais on les rencontre tout simplement parce que une partie des cadres que nous accompagnons sont dans ces situations d'être aidants et ça peut leur créer un certain nombre de difficultés sur le terrain, ou en tout cas d'obstacles sur le terrain professionnel. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Et puis on est, on va dire, un assez bon observatoire de ce que sont les pratiques des entreprises dans ce domaine. Je fais peut-être juste un mot, peut-être vraiment beaucoup plus général. Le défi des entreprises aujourd'hui, c'est de... Je parle bien sûr plutôt pour les emplois très qualifiés, les cadres, de se montrer suffisamment attractive et suffisamment en capacité de prendre en considération des aspirations qui évoluent, des aspirations au travail qui évoluent pour pouvoir trouver les compétences dont elles ont besoin. Aujourd'hui, du côté des cadres, le marché du travail il est réellement tendu et donc il y a une logique de prendre en considération les aspirations des salariés qui se fait plus forte. Et parmi celles-ci, il y a effectivement la notion d'équilibre de vie entre la vie de travail et la vie personnelle et familiale qui englobe aussi des sujets ou des situations d'aidance. Mais c'est une problématique plus vaste
finalement, les entreprises aujourd'hui, parce que ça répond à une aspiration et parce qu'elles ont compris aussi que c'était une condition et de leur attractivité et de leur efficacité, font des efforts pour mieux prendre en considération cet équilibre de vie personnel et professionnel. Il n'y a pas le choix, d'une certaine façon. Alors, nous, on s'est penché aussi sur cette question spécifique de l'aidance à travers une enquête qu'on a fait au début de l'année 2024 auprès des cadres, d'un échantillon représentatif de cadres. Et les chiffres qui ressortent de cette étude sont très cohérents finalement et convergents avec d'autres études dont j'ai entendu, y compris juste avant, des chiffres qui étaient cités. 17% des cadres déclarent être en situation d'aidant tel qu'on peut le définir. Nous, on l'a défini par aider régulièrement un proche malade, en perte d'autonomie ou en situation de handicap pour les activités quotidiennes. Je ne sais pas si ça correspond à la bonne définition, en tout cas, c'est celle qu'on a nous-mêmes formulée dans cette enquête. 17%, c'est exactement le chiffre qu'on retrouve dans l'enquête de l'adresse sur les aidants. On est exactement dans ce schéma. Curieusement, dans l'enquête, hommes et femmes sont à peu près à égalité à se déclarer dans cette situation. On sait que ce n'est pas forcément exactement la même réalité, mais là aussi, l'enquête de l'adresse était intéressante parce qu'elle montrait que dans les réponses des hommes, souvent, on incluait le côté soutien financier apporté à un proche ou à un aidant, qui est évidemment, ça a été dit à l'instant, plus important du côté des hommes que des femmes, et ça peut aussi expliquer cette réponse. Et puis, sans surprise, c'est évidemment une proportion qui grandit avec l'âge. Elle est de 21% pour les cadres de 55 ans et plus qui ont à faire face à ce type de situation. Et là aussi, toujours sur cette enquête, on a essayé de repérer des choses concrètes. Par exemple, dans le cadre de l'aide apportée à ce proche, vous est-il arrivé de poser un jour de congé, d'avoir des difficultés à vous concentrer au travail, de renoncer à prendre plus de responsabilités? C'était évoqué tout à l'heure sur le coût de carrière que ça peut représenter, ou d'avoir des difficultés à tenir ses objectifs professionnels. Là aussi, on a des chiffres qui montrent que majorité, 56%, déclarent que ça entraîne une difficulté à se concentrer sur le travail et au travail, et 38% qui ont renoncé à prendre des responsabilités du fait de cette situation d'aidant. 4 sur 10, c'est évidemment très conséquent. Et enfin, on trouve là aussi dans l'enquête des choses qui sont assez convergentes avec ce qui a pu être dit. On en parle peu dans l'entreprise. C'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, c'est considéré encore beaucoup comme relevant de la sphère privée et pas de la sphère qui peut se discuter en entreprise. Avez-vous parlé de l'aide que vous apportez à un proche à votre manager? 38% l'ont fait, ça veut dire qu'il y en a 6 sur 10 qui ne l'ont pas fait. Leurs managers n'ont pas été informés, on ne leur en a pas parlé de cette situation. Les collègues, c'est pareil, 4 sur 10 seulement à qui on a parlé, 6 sur 10 par conséquent on n'a pas parlé. Les RH complètement dans les choux, 21% seulement en ont parlé à leur RH, donc ça veut dire 8 sur 10 ignorent ces situations, et plus d'un tiers finalement n'en ont parlé à personne. Et enfin, uniquement sur les aidants, évidemment, pas sur la totalité de la population, mais sur ceux qui se déclarent aidants, avez-vous déjà entendu parler des dispositifs de soutien aux proches aidants? Eh bien, c'est 47% qui en ont entendu parler, qui voient de quoi il s'agit, 44% vaguement, mais je ne vois pas de quoi il s'agit, et 10% qui n'en ont jamais entendu parler. Donc là aussi, l'effort, ne serait-ce que pour faire connaître les possibilités existantes, et ça, c'est la responsabilité aussi des entreprises et des services RH dans les entreprises. Il y a énormément de chemin à faire, et on parle là d'une catégorie cadre qu'on va réputer être, on va dire, plus informée que la moyenne des salariés. Christelle Gessler, vous êtes présidente de la Fondation France Répit. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être déjà une définition de ce qu'est le répit et nous parler également des maisons de répit, et notamment la maison de répit qui a été construite dans la région lyonnaise?
Oui, bien sûr, bonjour. Donc, je suis Christelle Gessler, je préside la Fondation France Répit. C'est une fondation que nous avons créée il y a maintenant 12 ans, sur un double constat, un constat de famille concernée et le constat des médecins qui accompagnent les personnes qui sont victimes d'une maladie chronique, d'un handicap, ou bien des personnes qui s'occupent des personnes âgées. Ce double constat nous a amené à imaginer des solutions de répit. Nous nous sommes rendus compte que la principale difficulté des aidants était dans cet accompagnement qui ne s'interrompt jamais. Pour beaucoup des 11 millions d'aidants en France, pour une proportion qu'on peut estimer à environ 20%, on est dans la suraidance, on est dans l'hyperaidance. C'est-à-dire qu'on est dans une aidance qui est 24 heures sur 24, le week-end, les vacances, la maladie, ça ne s'arrête jamais. Et donc, du coup, nous avons des gens qui sont, des hommes, des femmes, qui sont sursollicités par l'aidance et qui voient leur vie se dérouler sans perspective. Et donc, pour ces personnes-là, nous avons voulu créer des solutions, une solution qui leur permette de souffler et de s'intéresser un petit peu à eux-mêmes. Parce que si le fait de se reconnaître comme aidant est effectivement encore une difficulté, le fait de pouvoir accomplir sa mission d'aidant en parfaite sérénité en est une autre. Aujourd'hui, il faut réaliser que le système de santé actuel, sans les aidants, ne tiendrait pas. Il serait impossible à la sécurité sociale et aux finances publiques d'assumer le rôle des aidants. Et donc, nous avons décidé de créer un établissement de répit à Tassin-la-Demi-Lune, à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, le premier du genre. Et notre objet de soin dans cet établissement, c'est l'aidant. Et la modalité de ce soin, c'est parfois d'accueillir l'aidé. Mais notre objet de soin, c'est l'aidant. C'est-à-dire que nous essayons de faire prendre conscience à l'aidant qu'il doit prendre soin de lui-même, qu'il doit consulter un médecin, qu'il doit continuer à avoir une vie sociale, à avoir une vie conjugale, à avoir une vie professionnelle s'il le peut. Et en cela, nous l'accompagnons. Et parfois, nous proposons à la Diade aidant aidé de recevoir l'aidé pour pouvoir apporter à l'aidant un temps de repos, un temps de répit. C'est important parce que souvent, et ça reboucle sur le thème d'aujourd'hui qui est l'aidance et l'entreprise. Nous avons 450 familles dans notre file active à Lyon. Et dans ces 450 familles, il y en a pratiquement un tiers qui n'a jamais fait appel au dispositif, qui n'a jamais réalisé de séjour dans la maison de répit. Parce que la simple idée que le dispositif existe, ça les rassure. Et ça leur permet d'accomplir leurs tâches du quotidien et de continuer à aider en parfaite sérénité, en se disant... S'il m'arrive quelque chose, si je me casse une jambe, si j'ai un vrai problème, j'ai une solution de backup. Voilà, donc nous avons également, après cette première innovation dans la métropole de Lyon, qui est ouverte en 2018, nous travaillons sur un projet parisien. Nous avons déposé à la fin du mois de juillet un permis de construire pour une nouvelle maison de répit qui se situera à Boulogne-Billancourt, la maison de répit d'Île-de-France, et pour que le répit des aidants ne soit pas simplement le privilège de 450 familles de la métropole de Lyon, mais puisse être aussi accessible à Paris. Et notre feuille de route est d'ouvrir une maison de répit dans chacune des régions de France, donc encore 11 maisons à ouvrir lorsque Boulogne-Billancourt sera ouverte. Morgane, quand on a préparé cet entretien, finalement l'intitulé, cette notion même de triompher,
c'est un petit sujet sur lequel vous n'étiez pas forcément d'accord ou qui vous a fait réagir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je pense que ça me fait réagir et que je suis peut-être pas la seule dans la salle. C'est vrai que aujourd'hui, je me dis quelle aidance, je triomphe. Bon, ce serait un peu. Enfin, je pense que c'est ça qui m'a fait tiquer, de se dire, que c'est très compliqué en fait quand même de trouver des solutions et que malgré tout ce qui se passe comme initiative, et le but aujourd'hui c'est de le rappeler, c'est quand même que la problématique numéro 1 quand même des aidants, c'est que leur aidé soit pris en charge. Et c'est de plus en plus compliqué. Et c'est ça, en fait, qui paraît fou, c'est de se dire qu'il y a eu quand même 2020 le Covid, où là, les aidants ont quand même été mis sur le devant de la scène, quand même, de se dire, plus jamais ça, on n'a plus envie d'être contraint de faire la toilette de son proche, alors qu'on n'en a pas envie, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que on est passé à autre chose, qu'effectivement les discussions budgétaires aujourd'hui, c'est quand même, on va pas dans le bon sens. Donc c'est vrai que l'inquiétude aujourd'hui, et c'est ça tout le paradoxe en 2024, c'est de se dire que malgré tout le chemin, malgré ces 15 ans de mobilisation, malgré la mobilisation de tous les acteurs, on reste quand même avec cette sorte de plafond de verre de peut-être que les aidants aujourd'hui sont plus visibles, mais pour quel rôle dans la société de demain ? Est-ce qu'en fait ils sont plus visibles pour qu'on puisse leur dire c'est super, et comme vous l'avez dit Christelle, vous êtes là, vous faites tenir le système, et maintenant qu'on sait que vous êtes là encore plus, on va bien encore plus vous utiliser. Donc c'est vrai que c'est ça un peu l'inquiétude, je pense, aujourd'hui de la part de nombreux acteurs, c'est qu'on est un peu confronté à ce palier-là. Et qui est un peu le défi de demain, et c'est ce qui a été dit dans la précédente table ronde et dans la précédente note, c'est quelle place pour les vulnérabilités au sens large dans notre société, quelle société on veut. Aujourd'hui, en tout cas la société qu'on nous propose, c'est pas celle dont on parle là en fait, donc ça pose vraiment la question, donc c'est compliqué encore pour les aidants. Et peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit aussi en tant que RH, en tant que manager, en tant que collègue, là on parle des aidants au sens hyper large, il y en a des millions. Mais peut-être aussi avoir bien, on l'a en tête, mais de leur dire que être aidant c'est évolutif, et comme ça a été dit aussi dans les différents points, c'est que c'est pas pareil d'être primo aidant. Voilà, mon proche a un cancer, c'est la première fois, bam. C'est pas pareil que mon enfant est en situation de handicap et ça fait 10 ans que je m'occupe de lui. Et la situation, elle peut évoluer. Et donc, c'est ça aussi qui est peut-être particulier en entreprise, c'est de comment on accompagne aussi sur le long terme un collaborateur, une collaboratrice dans ces différentes phases d'aidance, parce que beaucoup le disent, hein, au départ, c'est le déni. Non, ça va aller, tout va bien, je veux pas en parler, c'est ma situation personnelle. Puis, ah oui, en fait, ça va durer, qu'est-ce qui m'arrive ? Et effectivement, j'ai trouvé une solution un peu stabilisée, je m'en sors, j'ai eu connaissance des solutions, ça va à peu près. Et après, parfois, je deviens ancien aidant, je suis devenue un expert de l'aidant. C'est ça aussi, c'est ça qui s'est passé en 15 ans. C'est qu'aujourd'hui, il y a des aidants qui sont devenus expertes, et qui témoignent dans les tables rondes, et on parle beaucoup de la paire aidance, d'où l'idée aussi d'un référent ou d'une référente aidant en entreprise, c'est qui de mieux pour échanger que quelqu'un qui est déjà passé par là. Et donc c'est ça aussi, je pense, dans la complexité aussi, ou en tout cas dans la richesse plutôt du sujet, différentes phases aussi, sachant qu'encore une fois, malheureusement, pour le redire aussi ou le dire, tous les dispositifs de droit commun qui existent ne sont pas disponibles pour tous les aidants. Aujourd'hui, le congé de proche aidant, il exclut encore toutes les personnes qui aident un proche malade. Aujourd'hui, le droit au répit, il n'existe que pour les personnes qui aident un proche âgé dans une certaine case, quoi. Donc il y a aussi cet enjeu et c'est tout le rôle aussi peut-être des entreprises, des associations, des solutions qui existent comme la maison de répit, d'aller proposer des solutions à tous les aidants, parce que tous les aidants ne sont pas inclus dans le droit commun aujourd'hui. Gilles, est-ce qu'on peut imaginer peut-être dans les années à venir des nouvelles fonctions au sein des entreprises qui prendraient en considération justement ce statut d'aidant, peut-être plus spécifiquement qu'une notion très large que le CARE, ou est-ce qu'on peut imaginer des nouvelles questions à des entretiens de recrutement par rapport à l'âge de certains candidats ? Une meilleure prise en considération, c'est pas seulement souhaitable, ça va être absolument indispensable. On a un vieillissement de la population active, on a des impacts dont on voit qui sont quand même tangible sur la vie de travail. Donc la démarche que vous décrivez, hein, qui est sans doute effectivement ce qu'on observe dans un premier temps d'une forme de séparation entre la sphère privée et la sphère du travail,
elle ne tient pas dans des situations qui deviennent plus aiguës. Du point de vue de l'entreprise, là on parle des aidants et c'est une journée qui est consacrée, mais le sujet est plus vaste. Le sujet de comment j'arrive à fournir et répondre à des aspirations en termes d'équilibre de vie entre la vie de travail et le reste de la vie, c'est un enjeu aujourd'hui qui devient plus prégnant et sur lequel moi je veux porter un regard un peu optimiste. Je pense qu'il y a cette prise de conscience, il y a un contexte qui va renforcer cette forme de prise de conscience et d'action dans les entreprises. Si je prends un sujet parallèle, qui n'est pas celui des aidants, qui est celui de la parentalité. Pendant très longtemps, la parentalité, le fait d'être parent, d'avoir des tout jeunes enfants, était de la même façon considéré comme faisant partie de la sphère privée du point de vue de l'entreprise. Et il n'y avait pas grand-chose, à part le jour, moi à ma génération, c'était ça. Quand mes enfants sont nés, on avait un jour de congé de l'entreprise et c'est tout. Bon, on a fait du chemin et cette question de la parentalité, elle est prise en considération de mieux en mieux par les services RH, par les partenaires sociaux dans l'entreprise. Quand on parle de l'entreprise, en fait, il y a toutes sortes d'acteurs, en particulier dans les grandes entreprises. C'est aussi comment les organisations syndicales, les représentants du personnel peuvent porter ce sujet-là dans les négociations quand on parle de qualité de vie au travail ou d'équilibre de vie, la parentalité, mais aussi, demain, sans doute, davantage les situations d'aidance. Donc, on a montré sur la parentalité, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais qu'on a pu et qu'on a su mettre en place des choses. Alors, est-ce que demain, on aura des entreprises en capacité de prendre des places en EHPAD ou des places dans des structures comme celles que vous avez décrites, comme aujourd'hui certaines prennent des places en crèche pour permettre à leurs salariés avec des jeunes enfants de se mettre au travail. On n'est pas encore tout à fait là. Derrière ta question, parce qu'on en a parlé un peu en préparant cette table ronde, il y a un sujet aussi qui va de plus en plus prendre de la place, y compris dans les processus de recrutement. On est assez familier avec les logiques de discrimination, malheureusement, qui peuvent exister envers les jeunes femmes dans les process de recrutement, par rapport à l'éventualité des maternités à venir. On sait que c'est encore le cas dans un certain nombre de situations, que ça peut être pénalisant pour accéder à un job, d'être en âge proche d'avoir des enfants. Voilà. Est-ce que demain, on aura aussi, dans les processus de sélection, une attention portée à quel âge ont vos parents, en quelle santé sont-ils, pour évaluer si je prends ou pas le risque d'avoir quelqu'un qui sera moins disponible dans l'entreprise. Donc, c'est pour éviter et prévenir aussi ce type de biais de recrutement plus ou moins conscient qu'on a absolument besoin d'installer cette réalité dans les pratiques RH et dans ce qui fait l'équilibre de vie professionnel et personnel et qui effectivement recouvre tout un tas de situations dont celle-là est évidemment des plus lourdes à porter, mais c'est l'ensemble des situations aujourd'hui qu'il faut mieux intégrer dans les entreprises. Christelle, vous qui êtes finalement à la maison de répit, quels sont les retours et les témoignages que vous pouvez avoir justement sur ces difficultés du quotidien que peuvent rencontrer les aidants et qu'apporte finalement la maison de répit comme solution, comme, je ne vais pas dire comme plan B, mais comme soulagement ponctuel dans ce quotidien qui est lourd et pour lequel finalement on ne voit pas de finalité forcément et on sait quand ça commence mais on ne sait jamais quand ça finit. Alors moi je vais vous parler en mon nom et pas forcément au nom des gens que la maison de répit accompagne. Moi j'ai accompagné un petit garçon, mon fils Balthazar, qui est né en 2005
qui a été diagnostiqué avec une maladie neurodégénérative à l'âge de 2 ans et qui en est décédé à l'âge de 6 ans et demi. Moi, j'ai arrêté de travailler. Comme beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes, mais beaucoup de femmes aidantes arrêtent de travailler. Et je pense que j'ai arrêté de travailler parce que je savais que c'était incompatible avec cette activité d'aidance, enfin ce qui m'attendait, ces années d'accompagnement, elles étaient incompatibles, complètement incompatibles avec un travail d'aidant. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Les gens qui aident, souvent, arrêtent de travailler d'une façon ou d'une autre. Peu démissionnent, mais beaucoup se mettent en arrêt maladie pendant quelques années. On doit faire effectivement la différence entre les aidants au long cours, les aidants qui accompagnent une personne qui est handicapée, et les aidants au moyen cours qui accompagnent une personne malade qui, effectivement, à un moment donné, s'éteindra, et donc l'aidant s'éteindra avec elle. Toutes les situations sont différentes, bien évidemment, mais en tout cas, le rapport au travail, quand on est aidant, il est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué pendant, il est extrêmement compliqué après. Parce que quand vous êtes arrêté de travailler pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, quand il vous faut reprendre votre activité professionnelle, vous êtes complètement déconnecté de la vie professionnelle. Vous avez fait des choses pendant 10 ans qui vous ont beaucoup apporté sur le plan humain, qui vous ont beaucoup apporté sur le plan personnel. Vous avez acquis de nouvelles compétences. Vous avez une résistance au stress qui est bien évidemment différente que ce qu'elle était avant l'aidance. Mais toutes ces compétences ne sont pas aujourd'hui reconnues par le monde du travail. Elles devraient l'être. Moi, je suis une professionnelle bien meilleure que ce que j'étais avant cette expérience d'aidance. Je suis même un humain meilleur bien avant que celui que j'étais avant cette expérience d'aidance. Et pourtant, si j'avais à rédiger un CV aujourd'hui, qu'est-ce que je mettrais pendant ces 5 années ? J'ai accompagné mon fils jusqu'à sa dernière demeure. J'ai géré la logistique, une logistique extrêmement complexe pour une personne en situation de totale dépendance. Pendant 5 ans, qu'est-ce que je mettrais à cet endroit-là ? Je ne sais pas ce que je mettrais, mais si je devais mettre quelque chose, ça serait forcément quelque chose qui apporterait une valeur à mes compétences professionnelles. Je pense qu'il faut aussi les accompagner, ces aidants. Il faut les accompagner pendant qu'ils sont professionnels pour éviter le présentéisme, l'absentéisme et toutes les conséquences économiques qu'elles ont. Mais il faut aussi les accompagner après parce que ils ont gagné en valeur. Voilà, donc je me souviens plus de votre question, je crois que j'y ai pas répondu. Qu'est-ce que les aidants nous disent du monde du travail ? C'est très compliqué. C'est très très compliqué de concilier les deux parce que on est dans 2 sphères complètement différentes. D'un côté, on est dans le monde économique et on doit jouer son rôle dans le monde économique et apporter de la valeur ajoutée et être présent et être à ce qu'on fait. Et de l'autre, on est dans la sphère intime et on touche à l'essentiel. La vie, la mort, la maladie, la douleur. Et donc, c'est un grand écart facial permanent. Donc, c'est forcément énormément de douleur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent laisser tomber la partie activité professionnelle pendant cette aidance. Beaucoup ne le peuvent pas, hein, bien évidemment, mais ceux qui peuvent le faire le font. Et ils le font parfois même en s'appuyant sur le système de santé. Ce qui est intéressant aussi, je voudrais revenir sur la notion de statut d'aidant, parce que finalement, quand on est aidant, on l'a déjà dit un peu préalablement, quand on est aidant, finalement, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on ne va pas forcément utiliser ce mot-là. Enfin, typiquement, moi, je vais prendre mon cas personnel, j'ai été aidante, mais je me suis rendu compte que j'avais été aidante qu'en préparant cette table ronde. C'est quand même, alors que je suis censée être armée pour pouvoir comprendre des choses. Donc, comment on peut autant presque se voiler la face quand on est aidant dans la prise de conscience de notre rôle et de notre statut dans la société, dans son fonctionnement au quotidien. Avant de répondre à cette question, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Christelle, nous, en tout cas, les retours effectivement,
On le voit, les situations d'aidance, elles sont très variables aussi en fonction de la situation de son proche aidé et de l'urgence aussi de pouvoir dégager du temps parce que la situation le nécessite en fonction aussi des structures qui existent ou pas. Et on sait que voilà, pour certaines, notamment voilà, les parents d'enfants en situation de handicap très particuliers, il n'y a toujours pas de structure. Donc effectivement, certaines femmes sont privées d'emploi. Nous, en tout cas, les retours qu'on a plus majoritairement, en tout cas, c'est plutôt que les aidants qui travaillent veulent continuer de travailler. Pourquoi ? Parce que, justement, pendant ce temps au travail, ils nous le disent, et ça peut pas paraître paradoxal, mais ils nous disent « ça me fait penser à autre chose, c'est mon moment de répit ». Donc ça paraît fou, mais en fait, les aidants qui travaillent, en tout cas pour une partie d'entre eux, veulent continuer de travailler pour être perçus justement comme un être humain et pas comme un aidant. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne se déclarent pas en tant qu'aidants, parce qu'ils ont envie de parler d'autre chose, ils ont envie de se concentrer sur autre chose que justement ce qui se passe à la maison. Et il y a aussi cette notion d'utilité sociale, je me sens appartenir à la société parce que je travaille, je suis dans un collectif de travail, je ne suis moins isolée. Et puis cette question, ça a été dit très justement avant, sur la question de la précarité financière. J'ai besoin de travailler pour maintenir mon niveau de ressources, pour cotiser aussi à la retraite, notamment quand je suis une femme. Sur cette question de pourquoi ça met autant de temps à se reconnaître en tant qu'aidant, je pense que, pour résumer ce qui a déjà été dit, c'est qu'effectivement, ce rôle, il est encore intériorisé par le regard que la société porte sur nous, de « c'est normal ». C'est mon fils, c'est normal, c'est mon conjoint. Ok, est-ce que c'est normal d'aller jusqu'à certains actes qu'on n'a pas choisis ? Bon, ça, c'est questionnant aussi. Et je pense que ça remet, pour rebasculer sur, finalement, je perds toutes mes feuilles, qu'est-ce que peut faire l'entreprise ? Ça met du temps aussi parce que au moment du diagnostic, le médecin ne regarde pas forcément les dents en disant, voilà, votre diagnostic, c'est ça. Et donc la personne à côté n'a pas forcément l'info. Donc les professionnels de santé aujourd'hui ne sont pas formés à ce que c'est un aidant encore aujourd'hui, où on parle en 2024. Les managers, effectivement, ne sont pas encore formés, sauf dans certaines entreprises. Et je réinsiste sur le fait que dans le rôle de l'entreprise, on a parlé beaucoup de l'information, qui est niveau 1, niveau 2, de proposer des solutions avec les chèques emploi-service, par exemple, avec un certain nombre de dispositifs, ok. Mais pour nous, ce qui est important, c'est aussi la brique numéro 3, qui est la formation des managers. Parce que vous aurez beau avoir un panier de services qui est magnifique, si le manager il ne sait pas qu'il existe, ou si il ou elle fait blocage pour prendre ces fameux jours de congé, en fait, l'étage de la fusée, le dernier, on ne l'a pas, quoi. Donc pourquoi aussi ça met du temps ? Parce que dans la société, on n'est pas encore assez formé. Peut-être un dernier chiffre, quand même, sur ce qui fonctionne. Dans le baromètre, parmi les aidants qui se reconnaissent comme tels, il y en a 20% qui ont conscientisé leur rôle grâce à un professionnel de santé. Donc les professionnels de santé ont un rôle à jouer. Et 34% ont été aidés grâce à leur entourage. Et dans entourage, il y a évidemment la famille, il y a évidemment les amis, mais il y a aussi les collègues. Et donc en quoi nous tous, on a un rôle à jouer, d'être aussi hyper attentifs à des signaux hyper faibles dans les conversations qu'on a, en fait, de dire « ah », et de très subtilement dire « ah bon non, il s'est passé ça. Ah, peut-être que tu es aidant, peut-être. Enfin, ah, tiens, en ce moment, c'est la journée nationale des aidants, ça serait intéressant. Ah, tiens, j'ai vu telle émission, parce qu'il y a des émissions de télé aussi qui sortent sur le sujet. Donc, voilà, je pense que ça prend du temps aussi, parce que, comme ça a été dit, c'est un phénomène de société qui continue de prendre l'ampleur et qui, on l'espère demain, deviendra le nouveau normal. Et je pense que c'est ça, ce sur quoi on a travaillé. Gilles, est-ce que tu veux répondre côté entreprise ? Je suis désolée, tu n'as pas forcément le meilleur rôle. Mais l'entreprise, elle ne peut pas avoir toutes les solutions, mais ça vient d'être très bien rappelé, un certain nombre de solutions qu'elle peut apporter, qu'elle doit s'efforcer d'apporter. Il y a ce premier niveau de visibiliser le sujet. Encore une fois, je refais mon parallèle avec les questions de parentalité. Je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, il est admis que prendre en considération la situation des parents de jeunes enfants dans un collectif de travail de façon particulière, avec des aménagements particuliers, c'est normal. Il n'y a pas une organisation syndicale qui, dans une négociation d'un accord EGAPRO ou QVT, ne va pas porter ce sujet-là. Ah, et pour les jeunes parents, qu'est-ce qu'on fait, père et mère? On n'en est pas encore là sur la question des aidants. Donc il y a un chemin encore à faire. Après, quand je dis que
les entreprises ne peuvent pas avoir toutes les solutions non plus. On parle des grandes entreprises ici, principalement. Je suis moins inquiet sur leur capacité à faire ce chemin et à mettre en place les dispositifs et à les faire vivre plus aisément que les TPE-PME qui concentrent aujourd'hui plus de la moitié de l'emploi en France, y compris d'ailleurs de l'emploi cadre, et dans lesquels c'est évidemment plus compliqué parce que les questions d'organisation du travail sont plus complexes, parce qu'il n'y a même pas forcément un DRH dans la boîte pour s'intéresser à ces sujets, que le chef d'entreprise, lui, c'est pas son métier, il a plein de trucs en tête, s'il n'est pas lui-même confronté à cette situation, il ne va pas forcément le comprendre. Donc il faut qu'il y ait aussi des réponses qui ne relèvent pas seulement de l'entreprise, mais qui sont des décisions plus, on va dire, macro, qu'il faudra prendre. Et sur ce sujet, ben oui, on peut quand même avoir quelques motifs d'inquiétude. On voit la tension sur les finances publiques, alors même qu'on sait qu'on a un enjeu sur la dépendance et l'autonomie qui est juste colossal. On a des débats complètement hystériques dans notre pays sur l'immigration et l'accueil d'étrangers avec des compétences pour travailler dans notre pays, alors qu'on sait qu'on ne trouvera pas en dehors d'une part de recours à cette immigration les réponses aux compétences dont on a besoin. Les chiffres ont été cités juste avant, qui étaient quand même assez éloquents sur ce que sont les besoins de compétences pour faire face aux besoins demain de prise en charge de la dépendance. Bref, on vit dans des contradictions sur ce terrain-là qui sont quand même assez puissantes et sur lesquelles, finalement, c'est aux citoyens, là, quelque part, de prendre la main. Ce n'est pas forcément les entreprises qui pourront amener toutes ces solutions. Christelle, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant qu'on prenne quelques questions de la salle ? Oui, vous avez raison, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qui n'a pas assisté à un discours d'entreprise où la phrase « nous sommes une grande famille » n'a pas été prononcée ? Je crois que l'entreprise utilise souvent le chant de la famille pour dire que, pour motiver ses troupes, etc. Je pense qu'il est temps que l'entreprise montre qu'effectivement, elle offre aussi des valeurs familiales, qu'elle prône parfois à ses salariés et qu'elle prenne sa part en tout cas, pas toute la part, mais qu'elle prenne sa part dans les dispositifs qui pourraient être mis à la disposition des aidants. Les maisons de répit, ce sont des dispositifs publics-privés, c'est-à-dire l'investissement est porté par des entreprises privées ou bien des subventions publiques, et puis le fonctionnement est assuré par la sécurité sociale, c'est un budget public. Moi, je pense que les entreprises doivent aujourd'hui, et elles sont nombreuses déjà à le faire. Tout à l'heure, M. Val nous en a fait les démonstrations, il y en a d'autres, AXA en est une autre. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont déjà pris la mesure de l'importance de s'occuper des aidants, de leurs aidants, des aidants qui font partie de leurs effectifs. Et je pense qu'elles ont montré la voie à d'autres entreprises, peut-être un peu moins importantes, jusqu'aux PME, qui sont encore plus qui utilisent encore plus le lexique familial pour dire on est une équipe, on est une famille, etc. Alors, si on est une équipe, on est une famille, montrons-le. D'ailleurs, le mot patron, d'un point de vue étymologique, vient du latin pater, qui veut dire le père de famille. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, je vais me lever. Merci. Bonjour, Thomas Litou, Mpitos RH, je fais du conseil RH. Vous avez parlé des inégalités d'accès aux dispositifs existants. Vous avez aussi parlé du rôle de l'entreprise. Et vous avez évoqué les inégalités entre grandes et petites entreprises PME, TPE sur l'angle des économies d'échelle. Je crois qu'il y a une autre inégalité qui est sectorielle. Quand on est une compagnie d'assurance ou une coopérative laitière, on n'a pas le même modèle économique et on ne dégage pas la même latitude financière d'investissement. Est-ce que dans le champ du travail de plaidoyer,
aussi bien pour le collectif Je t'aide que d'ailleurs pour le club Landois, vous avez imaginé travailler sur une notion de responsabilité sociétale d'entreprise et de solidarité financière entre grandes et petites entreprises. Nous, effectivement, pas forcément directement. En tout cas, sur cette notion de RSE, c'est un débat qui est en cours, de se dire pourquoi ça pourrait pas devenir un critère. Bon, ça, c'est pas forcément encore tout à fait tranché. En tout cas, sur la partie de solidarité entre grandes et petites entreprises, non, je pense que l'enjeu, c'est déjà de faire respecter le droit commun. Aujourd'hui, c'est inégal, c'est imparfait, ces histoires de congés. Il y en a 3 aujourd'hui qui existent, le congé proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale. Ces 3 congés, est-ce qu'ils sont déjà bien connus de la part de tous les salariés? Ce serait déjà un bon début. Il y a ça, effectivement, ce qui a été dit, ces accords, ces négociations-là, avec les partenaires sociaux, aujourd'hui, on trouve que le rendez-vous n'y est pas encore vraiment tout à fait, pas dans toutes les branches, pas dans toutes les fédérations. Ça peut mieux faire, je trouve, en tout cas à date, et donc déjà ce niveau-là. Et encore une fois, ça a été dit, je pense, c'est chacun prend sa part, quoi. Et dans chacun prend sa part, nous, en tant qu'association, on est là, et association, structure, et souvent, certains le disent, on met plein de choses en place, les aidants ne sont pas toujours au rendez-vous, quoi. Parce que soit ils n'ont pas eu l'info, soit parce que peut-être les formats changent, présentiel, distanciel, etc. Mais il y a aussi un enjeu de se renvoyer mutuellement au bon endroit. Et donc, en fait, aussi qu'une entreprise, très simplement, puisse dire, en fait, nous, là, on va pas pouvoir mettre en place un chèque emploi-service ou un groupe de parole, ou on n'a pas les ressources, OK. Mais dans ces cas-là, il y en a d'autres qui le font, quoi. Il y a les mairies, il y a les CCS, il y a les plateformes de répit, il y a les associations d'aidants, associations de patients. Je dis pas qu'on peut accueillir tout le monde tout le temps, mais je pense qu'il y a des fois aussi des non-renvois entre acteurs, et je pense que c'est aussi l'enjeu aujourd'hui de continuer à travailler en synergie, et c'est ce qu'on porte aussi au collectif Je t'aide, c'est d'être plusieurs de différents endroits pour se dire que chacun, on sait qui fait quoi, et quand on peut pas le faire ou quand on sait pas faire, on renvoie. Et donc ça, sans dire qu'il faut des mesures qui coûtent pas d'argent, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon, du coup, quand on peut pas faire certaines choses, on peut aussi renvoyer vers une meilleure connaissance de ceux qui peuvent peut-être mieux faire ailleurs. Et je pense qu'il y a quand même des solutions encore méconnues aujourd'hui qui pourraient être mises en avant. Oui, bonjour, Nicolas Janda du cabinet TH Conseil spécialisé sur le management des singularités. Je suis moi-même aidant et j'ai porté au sein du cabinet le déploiement d'une offre complète de formation des managers, des élus, des référents handicap et aussi de l'accompagnement. Vous parliez de coaching. Vous avez abordé la question des acteurs médicaux. Alors on pense tout de suite forcément aux médecins traitants, aux médecins spécialistes qui sont auprès des aidés. Vous avez très rapidement abordé un petit peu les médecins du travail. Sous quel angle vous verriez leur positionnement entre l'entreprise et le salarié aidant ? Je ne crois pas avoir parlé des médecins et je n'ai pas de position sur la question. Je ne suis pas experte. Nous, aujourd'hui, sur la question de la médecine du travail, quand on travaille avec les entreprises, de quelle est la cartographie, donc du coup, je réinsiste sur la cartographie des solutions portées par différents acteurs. Effectivement, la médecine du travail, ça en fait partie. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que la médecine du travail en France est un peu décimée. Donc, en fait, on le dit, mais après, on sait que derrière, forcément, ça ne suit pas forcément. Donc, oui, on le pointe comme, encore une fois, dans l'éventail des possibilités. Mais, encore une fois, c'est comme de dire... OK, un chèque emploi-service, si derrière c'est pour pas trouver des aides à domicile, voilà. Donc je pense que encore une fois, chacun son rôle. On a un rôle d'information collectivement, de dire OK, il existe ça. Après, on est tributaire aussi de qu'est-ce qui suit derrière, en termes encore une fois de politique publique, en termes de choix politiques, de où est-ce qu'on met l'argent et l'investissement demain. Et ça, c'est du coup, pour reboucler avec le plaidoyer, sur où est-ce qu'on met les moyens aussi pour travailler encore une fois sur la prévention. Parce que ça coûte moins cher que le curatif, mais ça, les politiques publiques n'ont toujours pas compris. Je me permets de réagir. Bonjour, Sybille Lemaire, pour ceux qui ne m'ont pas vu jusqu'à présent. Je voulais répondre sur les 2 petites questions qui ont été posées, qui en sont des très grandes, en fait, et je vais essayer de synthétiser. La première, c'est qu'on a une conscience très aiguë au sein du club, en tout cas d'avoir créé
un club sur lequel ce sont principalement des grandes entreprises qui y participent. On est très sensibilisés à ça. Mais cette mobilisation est passée par là, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, l'une des réponses à apporter à votre question, c'est que les grandes entreprises y participent avec des entreprises de taille moyenne et ETI, au travers notamment de la CSRD, qui va arriver quand même avec, j'allais dire, des mesures d'impact extrêmement éclairées, et qui va donc intégrer cette partie, en fait, l'ensemble de leurs parties prenantes. Ça, c'est la première chose. Et puis, sans totalement répondre, parce que je vois que le temps imparti est fini, c'est de dire qu'on a évoqué cette idée ce matin qui a peut-être besoin d'être retravaillée du care manager. Donc, dans la continuité des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un besoin de mobilisation et de sensibilisation. Le simple fait d'avoir un référent connu, reconnu dans l'entreprise serait déjà, selon nous, une avancée assez importante pour les collaborateurs de l'entreprise. Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Effectivement, je pense qu'on peut les applaudir tous les quatre. Merci beaucoup. Merci infiniment.